Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise familiale Léa Nature, qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception, avec des marques de beauté comme SoBioéthique, les soins aux actifs précieux, en symbiose avec la peau, vendus en grande et moyenne surface, ou Eau Thermale Chonzac, les soins bio-affinitaires, même pour les peaux très sensibles, à l'eau thermale, vendue en para, en pharmacie et magasins bio, ou la toute nouvelle et très jolie marque, la source Eau Thermale Rochefort, le soin dermo-botanique certifié bio à l'eau thermale florale. Un immense merci à Léa Nature. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Si nous pouvions apprendre de la rivalité, quel chemin cela prendrait-il ? Il y a des relations parfois compliquées à appréhender, des relations qui nous confrontent ou qui nous malmènent. Certaines peuvent se vivre dans l'ombre, d'autres en pleine lumière, comme celle que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui. Membre de l'Académie Goncourt, dramaturge, réalisateur, mais surtout écrivain, à la reconnaissance internationale, auteur de la saga en cours, que j'adore, La Traversée des temps, mais aussi La part de l'autre, ou encore Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est Maria Callas qui est au cœur de son dernier livre, La Rivale, aux éditions Albin Michel. Qui était la diva Callas et comment, à travers elle, peut-on mieux comprendre la rivalité ? Comment nos vulnérabilités peuvent aussi réveiller des zones de génie ou déchaîner la haine ? Entre deux airs d'opéra, voici quelques pistes pour nous permettre d'avancer dans nos réflexions grâce à l'auteur d'un livre inédit sur l'immense chanteuse grecque. J'ai la joie et le plaisir de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça va aujourd'hui ? Mais bien. Bien, bon. Je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai qu'on a fait déjà plusieurs émissions. Je crois que c'est la 5e ensemble. Les autres ont porté surtout sur, finalement, votre saga en cours, La Traversée des temps. On aura peut-être une heureuse surprise en 2024, j'espère bien. J'espère aussi. Alors oui, parce que vous m'avez dit que vous étiez en cours d'écriture. Alors comment est né l'élan de ce livre sur le personnage de Maria Callas et sa rivale, puisque c'est vous allez l'expliquer, un portrait en creux. Alors je rappelle quand même que le 2 décembre, on fête le centenaire de la naissance de Maria Callas, qui est cette grande cantatrice grecque, qui est née le 2 décembre 2023 à New York, et morte assez jeune, enfin quand même, le 16 septembre 1977 à Paris. On va fêter donc le centenaire de sa naissance. C'était l'occasion ? Oui, c'était l'occasion. Oui. Parce qu'en fait, moi, cette voix m'est apparue un jour à la radio quand on a annoncé sa mort. J'avais 17 ans, c'était en 1977, et on dit la grande cantatrice Maria Callas est morte. Et j'entends le Casta Diva, qui était un des airs qu'elle chantait le plus sublimement. Et je suis immédiatement happé par cette voix. Parce que c'est une présence incroyable qu'elle a. Vous savez, c'est des gens, d'ailleurs, presque des mêmes années, comme Edith Piaf ou Jacques Brel. Ils sortent du haut-parleur et ils viennent auprès de vous pour vous raconter la vie, pour vous raconter les tourments, pour vous raconter l'extase, le bonheur, etc. C'est des gens qui sont pleins et qui ont une voix pleine de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu découvrir Callas et elle m'a emmené dans tout le répertoire qu'elle avait magnifié, donc le répertoire romantique italien et le répertoire vériste italien. Moi, je connaissais l'opéra français. Et je connaissais l'opéra mozartien, mais je connaissais pas ce monde-là. Et elle a ajouté à la dimension du chant, la dimension du théâtre. Et comme moi, je suis un fou de théâtre, tout d'un coup, je me rendais compte que oui, le chant, c'était peut-être la manière la plus belle, la plus sublime de dire les émotions et de créer des émotions. Donc, ça a été une grande, grande découverte et je voulais absolument marquer moi aussi ce moment de célébration. Et puis on en avait parlé dans une autre interview, on vous connaît cette facilité à vous mettre dans la peau de personnages féminins et ce goût d'ailleurs de cela. Oui, en plus j'ai du goût à le faire. Parce que là c'est 2 personnages féminins. Ouais,
bien sûr. Oui, l'histoire s'appelle La Rivale parce que il y a un personnage qui est le jeune Enzo, qui a 20 ans, qui est guide à Milan et qui emmène des touristes dans les grands lieux à visiter, dont la Scala. Et quand il est à la Scala au théâtre de la Scala, l'opéra de la Scala, il évoque les grandes voix du passé et il dit évidemment la plus grande, c'était Maria Callas. Et là, il y a une vieille dame au deuxième rang, là, assise toute seule, qui dit Maria Callas, arrêtez de parler de Maria Callas. J'ai connu au moins 20 cantatrices qui avaient une plus belle voix que Maria Callas. Et ce jeune homme, Enzo, est absolument horrifié. Il lui dit madame, comment osez-vous? Elle dit qui êtes-vous? Elle dit j'étais la rivale de Maria Callas. Et évidemment, ce jeune homme qui adore les légendes de l'opéra se dit qu'il ne va pas rencontrer la légende Callas, mais peut-être l'anti-légende, c'est-à-dire celle qui était la rivale. Et de là va naître une amitié, et après carrément une enquête pour comprendre pourquoi, alors qu'elle est apparue en même temps, sa carrière a décliné. Est-ce qu'elle est complètement mythomane ou est-ce qu'elle n'est pas mythomane, etc., etc. Et ça me permet, moi, de faire un portrait en creux de Maria Callas, c'est-à-dire Maria Callas racontée par celle qui la déteste. Qui s'appelle, vous ne l'avez pas dit, son nom, Carlotta Berlumi, c'est ça? Oui, Carlotta Berlumi, voilà. Et à travers elle, qui ne comprend pas le génie de la Callas, qui ne comprend pas la révolution qu'elle est en train de faire dans le monde de l'opéra, et à travers ses yeux, on va découvrir ça, mais d'une façon originale, puisqu'elle la déteste et puis qu'elle veut sa mort. Elle veut sa mort et elle est persuadée qu'elle est là pour lui piquer sa place, qu'elle lui a piqué sa place. Alors, Carlotta Berlumi, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle est en échec, ne cherche pas la cause de l'échec en elle-même, mais dans les autres. On en connaît beaucoup, des gens comme ça, c'est-à-dire elle ne se remet pas en question. Et elle pense qu'il y a forcément une puissance malfaisante. Et elle, quand sa carrière commence à pâlir, elle pense que c'est Callas. C'est partiellement vrai, parce que Callas est en train d'effacer tout le monde. Mais c'est ce qui s'est réellement passé dans le monde elle a ringardisé les autres. Dans l'opéra, oui. Elle a démodé les autres parce que tout d'un coup, elle avait une puissance d'incarnation, en plus un physique. Elle était magnifique. Et en même temps, ce physique, elle l'a maltraité puisqu'elle a perdu 50 kilos pour devenir capable d'incarner les héroïnes des opéras qu'elle jouait. Et donc, elle a ringardisé toutes les autres. Mais en plus, moi, ma Carlotta Berlumi pense que réellement, il y a une intention maligne de Callas qui téléphone au directeur de théâtre pour faire que sa carrière s'efface, fadisse. Et donc, elle vit toute son existence dans une rivalité. Alors, au-delà du côté parfois très drôle, parce que c'est fait aussi avec beaucoup d'humour, ça pose effectivement cette question de toutes les projections que nous faisons et notre façon de nous victimiser. On voit bien que dans l'inconscient de cette Carlotta, elle va projeter cette rivale en disant « elle veut ma perte » et jusqu'à un tel point qu'on se demande peut-être même si c'est pas vrai, alors qu'en réalité, on imagine que non. Oui, mais pour Carlotta, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre explication pour elle que sa dégringolade, que la volonté maligne de Maria Callas. Carlotta, elle nous ressemble en fait. Je pense que Callas nous ressemble moins, alors qu'on voudrait tous ressembler à Callas. Oui. C'est-à-dire Carlotta, elle nous ressemble, c'est-à-dire elle est hédoniste. Elle aime les plaisirs de la vie, alors elle aime chanter, elle a une jolie voix naturelle, elle aime les hommes, mais elle fait attention de ne pas s'attacher parce qu'elle sait qu'elle pourrait y glisser des plumes, elle aime manger, donc qui fait qu'elle a un peu du mal à rentrer dans ses costumes, voilà, et elle ne fait pas beaucoup d'efforts en fait, et en face d'elle, elle a la femme qui a fait tous les efforts, elle a la femme qui s'est consumée pour devenir la meilleure chanteuse, ensuite pour devenir la femme qui physiquement peut incarner des héroïnes frêles et romantiques. Elle a en face d'elle la femme qui a eu tous les doutes et qui a travaillé pour devenir meilleure. C'est juste incompréhensible pour elle. C'est incompréhensible. On se demande d'ailleurs si ce personnage a ou pas existé. Alors, ça m'amuse beaucoup parce que maintenant, beaucoup de gens me disent alors, vous savez, après votre livre, j'ai regardé dans une encyclopédie. Moi aussi, évidemment. Voilà. Tout le monde fait des recherches. Et personne ne la trouve. Oui, je l'ai inventée. Oui. Voilà. Mais en dehors d'elle, tout est juste.
Mais vous dire à quel point on la trouve vraiment réelle. Ouais. Et on se demande s'il y a des fondements effectivement historiques. D'ailleurs, c'est amusant parce que Scala, c'est presque un anagramme de Calas et vice-versa. C'est ça. C'est étonnant quand même, ça. Ouais, ça sonne ensemble. Ça sonne ensemble. Vous parlez Scala. italien, vous ? Moi, je comprends vraiment très bien l'italien, puisque quand je vais en Italie, y compris quand je rencontre le pape... Oui, vous recevez des WhatsApp. Voilà, j'ai l'italien passif, mais comme j'ai jamais fait de cours d'italien, je réponds en français ou en anglais. Alors vous dites d'ailleurs que ce goût de l'opéra, il vous est venu jeune, mais qu'il vous a aussi d'ailleurs sauvé, que c'est la musique qui vous a sauvé quand vous étiez enfant. Oui, oui. Et je me suis demandé si votre attirance pour ces voix, la musique en général, venait de cette forme de résilience à un moment où ça allait moyen dans votre vie. Oui. Qui est l'adolescence. Hein. C'est l'adolescence. L'adolescence, c'est évidemment un âge terrible. J'enfonce une porte ouverte. C'est un âge terrible parce que c'est le deuil des multiples rêves qu'on a fait dans son enfance. Dans son enfance, on s'est imaginé 1000 métiers et tout d'un coup, ça commence à se préciser. Ah oui, on va faire sans doute ces études-là, on va aller vers tel métier. Ça se rétrécit. Et puis, on s'est rêvé 1000 physiques et puis tout d'un coup, pouf, on a ce corps-là. Ça pousse de partout. On a des grands pieds, des ceci, des cela. Et puis, on a des désirs aussi qui vous tombent dessus. C'est vraiment, c'est un envahissement, quoi. On devient un autre. On n'imagine pas le bouleversement hormonal adolescent, en fait. C'est vraiment, c'est un cataclysme. Ouais. Et beaucoup d'adolescents, dont moi, quand j'étais adolescent, ont tellement peur de cette révolution, de ce qui est en train de se passer, qu'ils ont envie de fuir. Alors fuir dans la drogue, fuir dans l'alcool, fuir en faisant une fugue, ou fuir carrément avec des tentatives suicidaires. Et moi, j'étais de ce côté-là. Et j'avais vraiment prévu de m'en aller, parce que j'avais plus la force de vivre, ou le courage, ou la perspective me manquait, je sais pas. Et puis un jour, une professeure de musique emmène 5 de ses élèves, dont moi, à des répétitions d'un opéra, Les Noces de Figaro, de Mozart, à l'Opéra de Lyon. Et puis il y a une femme qui rentre sur scène, et elle se met à chanter. Et en 4 minutes et demie, je suis guéri par la beauté. Je me dis, je suis soulevé. Et je me dis, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je reste. C'est fou quand même. Hein. Ouais. Et alors, vous savez, je croyais que c'était une histoire très individuelle. Alors, je l'avais écrite dans mon livre « Ma vie avec Mozart ». Et depuis, j'ai découvert que beaucoup de gens avaient été sauvés par la beauté. Alors, c'est la beauté d'un paysage, c'est la beauté d'un sourire, c'est la beauté... C'est le saisissement de l'émerveillement. Oui, c'est ça. Se reconnecter avec le monde. Parce que la dépression, finalement, c'est la mort du désir. On n'est plus en désir du monde. Et tout d'un coup, le monde refait irruption à travers la beauté. Je dirais, le monde scintille et s'impose et brille à travers la beauté, et vous vous reconnectez avec le monde. Donc moi, quand je dis Mozart ou le chant, c'est un code, c'est un code secret pour dire... tout ce qui est aimable, tout ce qui provoque l'admiration, tout ce qui provoque l'émerveillement. Et à partir de cet instant-là, je suis revenu dans la vie avec une curiosité, une gourmandise, une ouverture large. Oui. D'ailleurs, ça me pose plusieurs questions qui se bousculent un peu dans ma tête en vous écoutant. La première chose qui m'a frappée tout à l'heure, c'est quand vous parliez de ces très grandes voix qui s'incarnent à peu près à la même époque. C'est toujours stupéfiant de voir comme... On a l'impression qu'ils se mettent un peu en même temps, qu'il y a d'un seul coup soit des grands penseurs, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui Je nous pense saisit. que c'est l'après-guerre. Oui. Je veux dire, il y a eu ces violences horribles de la guerre de... Alors, a précédé leur naissance à ces êtres-là, la boucherie de 14-18. Et tout d'un coup, eux, ils poussent d'abord dans un monde qui semble en paix, et après, il y a cette seconde boucherie, 52 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a une nécessité d'exister. Il y a une urgence à exister, et il y a une urgence à dire. Et je pense qu'il y a une urgence à transformer les sentiments en beauté. Parce que les gens qui chantent, c'est ça. Oui. C'est un cri modulé. C'est pour ne pas crier et pour transformer l'expérience du cri et de la douleur en quelque chose de positif, on chante. C'est ce que fait l'homme depuis des milliers d'années. Et donc, vous voyez, c'est Brel, c'est Piaf, c'est Calas qui vous
attrape aux tripes, au cœur, au premier son. C'est des gens qui sont portés par cette nécessité. D'ailleurs, vous dites que la voix, notamment les voix d'opéra, c'est pas quelque chose de mental, contrairement à ce que parfois on pourrait croire quand on ne connaît pas bien. Il y a quelque chose qui presque nous possède, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que le chanteur d'opéra est quelqu'un qui met tout son corps à disposition de la voix. C'est-à-dire tout son corps est vibrant, parce que c'est un travail d'athlète. Et ça demande des muscles au niveau du diaphragme et du ventre et du dos extraordinaires. Et d'ailleurs, Callas a partiellement perdu sa voix, parce qu'en perdant 50 kilos, elle a aussi perdu des muscles. Oui, bien sûr, elle a fondu d'un coup. Voilà, elle n'avait plus le soutien. C'est énorme, 50 kilos. Hein. Ben oui, en un an. Donc elle a perdu le soutien du diaphragme. Ouais. Qui lui permettait de tenir cette grosse voix qu'elle avait à l'intérieur de son corps. Donc c'est un phénomène purement physique, et c'est comme si toute la chair devient instrument, et toute la chair est donnée à la voix. C'est une chose extraordinaire pour celui qui chante, bien sûr, mais pour celui qui écoute. Moi chaque fois qu'il m'est arrivé d'emmener, y compris des enfants, s'approcher d'un chanteur d'opéra, ils sont fascinés de découvrir qu'un corps peut avoir la beauté d'un instrument, et puis cette puissance aussi. D'ailleurs, on a ce métier maintenant un peu nouveau qui arrive, mais qui est le métier de toujours, qui est ce métier de musicothérapeute, pour guérir en fait avec la vibration des sons. On sait que on est énergie, que la matière, finalement, qu'est-ce que la matière ? Que la matière n'existe pas tellement, que nous sommes ces particules, et comment le son rentre en résonance finalement avec nous, comme ça. Moi, je me sers de diapason, vous savez. C'est ça. Les musicothérapeutes font ça ? Exactement. Moi, je l'utilise dans ma propre vie. Tout à fait. Ah, intéressant. Comment vous faites alors comme ça pour vous soigner Des résonances. Je le fais plus pour les autres que pour moi. Oui. Voilà. Ah ouais, vous les soignez comme ça, c'est chouette. Incroyable. Alors pour revenir sur la Callas, qui a suscité aussi tant de passion, parce que certains disaient, elle a eu beaucoup de biographes évidemment, que sa voix n'était pas parfaite, notamment liée au fait qu'elle avait perdu ce poids, mais même d'une manière générale. Même d'une manière générale, oui. C'est vrai qu'il y a des voix beaucoup plus agréables, entre guillemets, des voix plus lumineuses, des voix plus lisses, je sais pas, Montserrat Caballé, Kirite Kanawa, etc. Ce sont des voix gorgeous, des voix sublimes. Callas, c'est pas le son en lui-même, c'est ce que porte le son. C'est l'incarnation. C'est ce que porte le son. C'est tous ces sentiments. Et puis sa voix qui enfin évoque d'autres voix. Elle a une voix où il y a un peu de fumée. Elle a une voix, on sent qu'il y a un larynx qui crée comme presque une résonance intérieure. Elle est assez étrange, mais en même temps elle est immédiatement reconnaissable. Ce sont des voix qui viennent de loin, on a l'impression qu'il y a quelque chose presque qui les dépasse, et en parlant de la Callas, c'est comme si elle répétait aussi sa propre mort d'une certaine manière, qui a été, on a dit, elle a eu une vie quand même courte, elle est morte à, je crois, 53 ans, c'est ça ? Oui, et puis surtout elle a arrêté de chanter à peu près à 40 ans. L'âge où généralement une cantatrice est au sommet de sa forme, et c'est là qu'elle fait les plus belles performances. Elle avait déjà décliné. D'abord, faut bien voir quand même une chose, c'est que la première fois qu'elle monte sur scène pour chanter un opéra, elle a 15 ans. 15 ans. Ouais, c'est tout jeune. C'est tout jeune. Ouais. Et donc, oui, elle n'a pas chanté très longtemps, mais c'est vrai qu'à un moment, un des personnages dans mon livre se pose la question, est-ce qu'il faut chanter 10 ans comme Callas ou 40 ans comme une autre ? Oui. D'ailleurs, sa rivale, Carlotta Berlumi, se dit « mais je comprends pas, parce que moi j'ai une voix qui est parfaite, parce que sa rivale est une grande cantatrice, il faut bien le dire ». Mais elle est dans ce qu'on pourrait appeler une forme de zone de confort de sa voix, là où on sent que la Callas est possédée, incarnée par un espèce de génie. Et donc ça pose la question de notre propre zone de génie, nous, à chacun, moi je trouve. Totalement. C'est-à-dire que Carlotta Berlumi, elle a choisi de chanter toute sa vie dans la zone confortable de sa voix, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans sa tessiture. Oui. Et c'est comme ça qu'on ne fatigue pas sa voix, qu'on ne l'use pas, puisqu'on va pas la solliciter dans des zones d'inconfort. Callas n'a jamais fait ça. Elle a chanté du suraigu jusqu'au plus grave d'une voix de femme, parce qu'elle avait une voix très très longue. Mais il y a plein de chanteuses qui ont une voix très longue, mais elle décide de chanter simplement dans la zone qui n'est pas dangereuse pour elle. Callas, non.
elle a ignoré le danger, elle a tutoyé le danger, elle a dépassé le danger, et c'est aussi comme ça qu'elle a bousillé sa voix. Parce que si elle avait voulu durer, eh ben elle aurait fait comme Carlotta, elle aurait chanté dans la zone de confort. Mais elle n'a pas voulu durer, elle a voulu être intense, elle a voulu être exceptionnelle, elle a voulu servir ses rôles. C'est une autre appréhension du monde. C'est ça qui m'amuse en les opposant, ces deux personnages. C'est Carlotta qui est facilement contente d'elle-même, et puis Calas qui n'est jamais contente d'elle-même. Et en même temps, je trouve que chez les deux personnages, on voit bien les zones de faille et de vulnérabilité, sauf que l'une le transforme justement en génie, jusqu'à la mort et l'épuisement, et voilà, alors que l'autre, finalement, elle n'a pas une vie tellement plus enviable, on va dire, d'un point de vue humain, parce qu'elle vit aussi de la souffrance avec les hommes, la Carlotta, tout comme d'ailleurs la Calas, mais en même temps, elle ne va pas jusqu'au bout de cette faille. C'est-à-dire que je dirais que Carlotta a un égoïsme qui la conserve. Oui, son ego la protège. Son ego la protège, d'abord elle ne se remet pas en question, et puis elle se méfie des grands attachements où elle pourrait se perdre. Elle a la vague idée qu'une passion, ça pourrait être destructeur. Donc elle n'est pas passionnée. Elle est hédoniste, elle est dans le plaisir. Le problème de Calas, c'est qu'elle s'est à chaque fois donnée absolument à tout ce qu'elle faisait. Elle s'y brûlait. Y compris dans sa relation avec Onassis, à qui elle est restée plus ou moins quand même fidèle, entre guillemets, en tout cas même dame, jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'elle va vers un homme qui lui dit qu'elle chante pas bien, puis qu'elle arrête de chanter, c'est pas intéressant. Il la transforme en jet-setteuse. Et elle Onassis, qui est ce grand armateur grec, qui ensuite a pris pour épouse Jackie Kennedy. Après. Et Calas l'a appris par la télévision. Oui. Que ce qu'elle croyait être l'homme de sa vie et son amant épousait la veuve du président Kennedy. À partir de là, elle a été vraiment totalement détruite. Et je crois qu'elle a fait tout avec intensité, c'est-à-dire chanter, puis ensuite être amoureuse et du coup moins chanter, et puis ensuite être triste. Elle l'a été intensément. Moi, j'ai connu des gens qui l'ont rencontrée. Et j'ai même connu des hommes qui étaient en mission pour essayer de, éventuellement... Vous savez, les repas où on dit « Tiens, il est célibataire, elle est célibataire. » pour essayer d'aller un peu à son secours. À son secours, en lui remettant sur les voiles de la vie. Et ces hommes m'ont tous raconté qu'ils n'avaient jamais rencontré une femme aussi triste. Et il y avait un océan de tristesse autour d'elle. Comme si la musique, en fait, l'avait tenue. Et une fois que la musique était partie, il n'y avait plus rien qui la tenait en vie. Mais vous savez, moi, je rapporte ça à ma propre activité, au sens où elle était extraordinaire pour représenter la passion, mais pas pour la vivre. Elle a été extraordinaire dans la représentation de la passion amoureuse, dans tous ses éclats, mais parce que l'art donne une forme à tout ça. Et quand elle se retrouve dans la vraie passion, il n'y a plus de forme et elle s'effondre. Moi, je sais que l'écriture donne une forme à des sentiments qui pourraient me noyer si j'avais pas l'écriture. C'est mon garde-fou. Ça m'empêche de tomber. Et donc l'art sauve. Vous voyez, la représentation artistique des choses sauve, parce qu'on sait qu'on n'a pas seulement à éprouver, à dire quelque chose, mais à y donner une forme et faire en sorte que cette forme soit reçue par les autres. Ça a tenu Calas au-dessus des émotions et des sentiments qu'elle pouvait avoir. Quand elle n'a plus eu cette possibilité, elle a sombré dans ses émotions et ses sentiments. Moi, je sais que je vivrais la même chose si je n'avais pas le recours de l'écriture. Ce qui est bien quand même avec l'écriture, c'est que ça demande évidemment une forme quand même. Vous l'avez dit dans une autre émission, que vous écrivez parfois jusqu'à 10 heures par jour, quand vous êtes possédé par le livre comme ça, l'écriture. Ce qui demande quand même une sorte d'être assez athlétique, mais peut-être moins qu'un chanteur qui est sur scène, entre guillemets. Oui. Quand on est devant des centaines de personnes, l'énergie de la foule aussi pompe l'énergie. Oui, mais en même temps, vous avez l'adrénaline. Le propre des arts vivants, c'est qu'il y a cette adrénaline. Parce que moi, pour monter sur scène de temps en temps, je vois très bien, quand je joue Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, ou quand je joue Madame Pelinska, le Secret de Chopin, moi, je peux être malade, Monsieur Ibrahim n'est pas malade, Madame Pelinska n'est pas malade. Et je ne suis pas malade pendant le temps où je joue. Il y a cette disposition de la testostérone, de tout ce que... Je ne sais pas ce qui se passe hormonalement, mais voilà, je suis entièrement à ce que je fais. C'est bien, vous avez réparti vos forces quand même.
Oui. Contrairement à la Calas qui n'avait... Ouais, mais c'est sûr, mais je pense que... moi, j'ai pas eu cette enfance horrible qu'elle a eue. Je veux dire, c'est quand même c'est une jeune fille qui n'est pas aimée par sa mère. Sa mère pense que c'est sa sœur aînée qui est la beauté, qui est la merveille, etc. Et donc, elle bouffe, elle est boulotte. Puis on découvre qu'elle a une jolie voix, alors elle travaille comme une folle pour se faire aimer de sa mère d'abord, et puis pour incarner cette famille. Et puis sa mère s'en fout totalement, etc. Donc elle va chercher l'amour du public, faute d'avoir celui de sa mère. Donc il y a une détresse initiale. Il y a une faille qui lui donne l'énergie d'être la grande actrice qu'elle est. Vous savez, je pense qu'il y a deux rapports à l'enfance chez les artistes. Il y a ceux qui réparent leur enfance, et puis il y a ceux qui la prolongent. Moi, je la prolonge. Oui. Parce que j'ai eu une enfance heureuse, j'ai été aimé. Très aimé par votre mère, notamment, Exactement. dont vous avez beaucoup parlé. Ouais. Écrit aussi sur elle. Et qu'on retrouve à travers certainement vos personnages féminins. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'interviewer Lara Fabian récemment, qui est aussi une très grande voix, qui expliquait à quel point, pendant des années, elle était très moquée d'ailleurs par les guignols de l'information à une époque, parce qu'elle criait son besoin d'être aimée avec cette main tendue. Et aujourd'hui, elle a fait tout un parcours introspectif qu'elle a expliqué dans cette émission notamment. Et elle disait à quel point maintenant, ça venait d'un autre endroit, son chant. Et qui est peut-être moins attendu et parfois moins apprécié d'ailleurs de son public. Qui recevait ce cri de demande d'amour et qui en redemandait encore. Donc c'est galvanisant pour un auteur, pour un chanteur. Oui, oui. Et ça, c'est le grand problème de l'artiste. Est-ce qu'on doit donner au public ce pourquoi il nous aime et il a besoin de nous ? Et moi, je crois que la réponse est oui. Ou est-ce que on doit lui donner autre chose parce qu'on a envie aussi de montrer autre chose ? Un soi plus apaisé parfois. Un soi plus apaisé, mais peut-être qu'il y a des... Mais on ne touchera pas les mêmes personnes. Non. Comme vous dites, il y a son public et puis le public. Il y a plusieurs publics. D'ailleurs, vous dites que vous n'êtes pas tellement intéressé par le « connais-toi toi-même », mais vous le faites à travers vos livres. Ce serait plutôt le « méconnais-toi toi-même ». Et moi, en même temps, vous dites toi-même. que c'est une thérapie d'écrire. Ben voilà. Ouais. Moi, je ne veux pas toucher à l'équilibre ou au déséquilibre qui me rend fertile et fécond. Si j'avais un gros problème existentiel, bien sûr, je ferai un travail de thérapie sur moi-même. Mais pour l'instant, je reste assez fonctionnel. Et je suis moi-même étonné par ce qui étonne tout le monde, c'est-à-dire ma fertilité, cet imaginaire qui ne cesse de produire des histoires. Donc, voilà, moi, si j'allais me faire une thérapie, ça serait du narcissisme. Ce que je veux dire, je suis fonctionnel, donc ça va. Je peux avoir d'immenses chagrins, j'ai des grandes douleurs, je crois que je les ai identifiées. Mais sans doute pas toutes, puisque j'ai besoin d'écrire. Ah oui, donc tant que vous écrivez, c'est que vous avez besoin de les passer dans les personnages. Toutes ces voix intérieures, finalement, qui vous habitent. Oui. Souvent, je comprends beaucoup de choses de moi après avoir fini une histoire. Et Même en relisant certains livres qui datent un peu plus. Oui. Et je me dis, ah oui, c'est ça. Et je me dis, heureusement que je ne le savais pas, sinon je n'aurais pas écrit le livre. Oui. Vous voyez ? Oui. J'ai vu des auteurs cesser d'avoir besoin de s'exprimer dans l'imaginaire après une psychanalyse. Oui. Comme parfois un couple cesse après une psychanalyse. Où, Exactement. Voilà, il y a une résilience. Exactement, il y a un travail d'élucidation. Alors s'il n'y a pas de douleur et atroce, je pense qu'on n'est pas obligé, condamné à faire ce travail d'élucidation. C'est pour ça que je provoque en disant « méconnais-toi toi-même ». Oui, méconnais-toi toi-même. J'adore, vous le philosophe. Il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe. Quand on revoit la Calas, c'est vrai qu'en vous lisant, j'ai eu envie de me replonger dans la Calas et de revoir aussi des images, comme font certainement beaucoup de personnes qui lisent ce livre, La Rivale. Et ce qui est quand même stupéfiant chez elle, notamment un passage où ça dure assez longtemps avant, elle est sur scène, et elle va chanter, mais il se passe presque 4 minutes. Oui. Et c'est très long, 4 minutes comme ça sur scène, Terrible. alors que les autres vous regardent, vous ne chantez pas, vous ne faites rien, entre guillemets, vous êtes l'objet de toutes les attentions parce qu'elle est seule. Et là, je regardais les expressions de son visage. Elle ne chante pas, mais elle joue presque sans jouer. Il y a quelque chose... Il y a de l'ordre de quelque chose qui nous échappe du divin en elle. C'est C'est-à-dire étonnant. quand Calas ne chante pas,
on a l'impression que la musique que joue l'orchestre est une musique de film qui commente tout ce qui passe sur son visage. Exactement. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Oui. Mais elle le fait tellement extraordinairement qu'on se dit, ah tiens, ils ont rajouté de la musique sur ses yeux, sur la façon qu'elle a de se tourner, etc. Elle est musique. Elle est musique. Et elle a le sens de ce qui passe à travers la musique et elle nous le rend visible. C'est ça. Hallucinant. C'est hallucinant. Alors, peut-être pour parler aussi de votre pièce qui se joue actuellement, parce que c'est sympa de faire des ponts aussi avec l'actualité, puisque pour l'instant, elle est programmée jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous retrouvez ça chez vos comédiens? Là, ce sont donc ces 4 comédiens. Vous avez envie de nous faire un petit pitch là sur ce qui se joue au théâtre? Oui, eh bien, en ce moment se joue au Théâtre de la Madeleine Bungalow 21. Oui. Qui est une pièce que j'ai écrite sur une idée que m'a apportée le petit-fils de Simone Signoret, Benjamin Castaldi, qui vraiment, il m'a couru après en me disant « mais je crois que j'ai une idée, je suis incapable d'écrire, mais je pense que vous pourriez faire quelque chose avec ». Et effectivement, je raconte dans cette pièce une histoire très ordinaire avec des gens extraordinaires. Oui, et de passion encore, d'ailleurs. Voilà, une histoire ordinaire parce que c'est une histoire d'amour, de trahison, d'adultère, de trahison d'amitié aussi. Mais avec des personnages extraordinaires puisque nous sommes au Beverly Hills Hotel à Los Angeles en 1960, au bungalow numéro 21. Il y a un couple célèbre, c'est Marilyn Monroe et Arthur Miller. Et au bungalow 20, c'est-à-dire à 1 mètre, il y a un autre couple, c'est Simone Signoret et Yves Montand. Tout aussi célèbre chez nous. Tout aussi célèbre. Ils sont, alors le couple Signoret-Montand, ils ont 40 ans, ils sont au sommet à la fois de leur amour et de leur carrière. Elle va recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. L'Oscar devant Katharine Hepburn, Audrey Hepburn et Elizabeth Taylor. Et lui, après avoir fait une tournée fabuleuse de musical dans tous les États-Unis, il va tourner avec Marilyn Monroe le film de Cukor, Let's Make Love, traduit en français Le milliardaire. Oui. Et donc c'est un moment absolument extraordinaire. Alors eux, ils sont au sommet, mais en face, le couple de Marilyn Monroe et d'Arthur Miller est à la fin. Il est en train de mourir. Ça bat de l'aile. Voilà. Et ces gens-là vivent ensemble. Ils ont quel âge d'ailleurs à ce moment-là, Marilyn Monroe et Arthur Miller? Miller, il a un peu plus de 40 ans et Marilyn, 41, 42. Oui, donc ils sont à peu près les mêmes générations. 36, oui. 36. Et ils vont devenir amis, ils vont beaucoup se fréquenter, etc., etc. Puis Simone Signoret va partir après son Oscar tourner en Italie et elle dit à Marilyn, je te confie mon mari. Et elle va bien lui confier, oui. Ouais, elle s'en est bien occupée. Et en même temps, ça va être terrible pour Signoret parce que elle était amie avec Marilyn et elle apprend par la presse ce qui se passe. Et donc, comme c'est une femme... Comme la Calas avec Jackie Kennedy, en fait. Hein. C'est quand même terrible, parce que ces choses-là arrivent à tout le monde. Mais que le monde entier le sache en même temps que vous, c'est quand même... On sort de l'intime. C'est une double peine. C'est une double peine. Même votre chagrin ne vous appartient pas. Oui. Et ces personnages, donc notamment chez les femmes, vous les avez incarnés par Emmanuel et Mathilde Seigner. Oui. Alors, ce qui est formidable, c'est cette sororité ajoute quelque chose à la pièce. Parce que dans la pièce, c'est vraiment une pièce de femme que j'ai écrite. On s'en doute. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment la confrontation de ces 2 femmes que par ailleurs j'admire et qui me touchent. Parce que Marilyn Monroe était une femme tout à fait intelligente, mais fracassée. À cause d'une enfance, de choix qu'elle avait fait, etc. Il y a un moment, on peut plus retourner en arrière et elle était fracassée. Et Simone Signoret, c'est une autre façon d'être une femme, beaucoup plus solide, etc. Mais elle va se prendre la réalité dans la figure. Au moment où elle passe la quarantaine, qui est un moment difficile pour elle parce que elle change vraiment de physique, parce que et c'est à ce moment-là que l'homme de sa vie l'a trahi. Donc elle va perdre confiance en elle, elle va se précipiter dans l'alcool. Et Marilyn Monroe, elle, après cette histoire avec Montand, va se précipiter dans des conduites tout à fait suicidaires, les médicaments, l'alcool, etc., etc. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était ces 2 femmes. Et qui vont en pâtir le plus, d'ailleurs, plus que les hommes, finalement. Ah bah, ils s'en tirent beaucoup mieux qu'elle. Hein. Ouais. Les 2. Oui, les 2, c'est ça. Les 2. Moi, j'ai connu Arthur Miller. Ah oui? Oui. Quand il venait à Paris, il nous arrivait de déjeuner ensemble.
tout à fait. Incroyable. On J'avais le a droit de l'impression parler- de plonger dans une autre époque, en fait, Exactement. alors que c'est finalement pas si loin. Oui, il avait 80 et quelques Oui. années et on pouvait parler de tout sauf de Marilyn. Ça, c'était sujet interdit. Tabou. Voilà. Donc, en fait, ce mystère m'a toujours, du coup, cette zone d'ombre, j'ai toujours envie d'aller l'explorer, ce que j'ai fait dans la pièce. Et alors, c'est donc deux choix de féminité différents. Marilyn Monroe, la surséduction, le surérotisme. Elle pense qu'elle ne peut être aimée que si elle vampe absolument les hommes. Et elle en souffre. Parce que du coup, les hommes ne voient absolument rien d'autre en elle qu'une bombe sexuelle. Or, c'est une femme qui aime la poésie, qui aime la musique, etc. Et donc, voilà, elle souffre de son choix de féminité, finalement, qui en même temps fait sa réussite. Ouais, et qui Donc, est un non-choix, quelque qui est part. un non-choix. Ouais. Donc c'est très ambigu, son rapport à cette féminité-là. Et comme elle dit, je mets 2 heures à être Marilyn. Et elle admire Simone Signoret, qui est toujours Simone Signoret, et qui lui dit, moi je suis belle quand je veux. Ouais, qui est Et cette ça, beauté et en même temps Voilà. ce direct, elle est très directe. Très direct. Et puis, si le jour elle a envie d'apparaître plus ingrate, elle y va. Et ça, pour Marilyn, c'est juste impossible. Et donc, Signoret, qui parlait 3 langues, qui pouvait jouer aussi bien en anglais, en allemand qu'en français, qui était une intellectuelle, qui lisait, qui réfléchissait sur l'état du monde et la politique, qui était amie avec des intellectuels, c'est un autre choix de féminité. Et Marilyn est fascinée par Simone Signoret, absolument fascinée. C'est au fond la femme qu'elle aurait voulu être. Et donc, c'est très compliqué ce qui se passe pour ces deux femmes, parce que chacune admire l'autre, et elle trouve quand même le moyen de se faire beaucoup de mal. Oui. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et alors que ça soit Mathilde Seigner et Emmanuel Seigner qui jouent ça, c'est extraordinaire, parce que Mathilde Seigner fait Simone Signoret et Emmanuel Marilyn Monroe. C'était naturel d'ailleurs la répartition entre les deux. Ben oui, parce que Mathilde a J'ai pas vu la pièce, je le dis Oui. autant j'ai lu La Rivale, mais Mathilde a quelque chose de Simone Signoret dans l'aspect, comment dirais-je, je dis ce que je pense, je suis une jolie femme, mais c'est pas avec ça que je fais ma place dans le monde, c'est avec mon caractère, c'est avec ma personnalité, etc. Et Emmanuel qui est complètement dans la séduction. Donc le choix d'être une femme totalement dans la séduction. plus comme la Calas aussi là, peut-être. Peut-être. Et alors du coup, il y a à la fois 2 choix différents et la sororité. Exactement ce que j'ai voulu mettre dans mes 2 personnages, 2 façons d'être femmes différentes, mais une sororité. Parce que dans ce que j'ai inventé, elles sont pas vulgaires et elles se crêpent pas le chignon. C'est ça. beaucoup plus complexe. Ouais. Ouais. Pourquoi d'ailleurs le petit-fils voulait absolument que vous mettiez vous ça en scène? Parce que vous aviez connu Arthur Miller, je précisais. Non, il ne le parce savait que- pas il du le tout. savait pas, Il ne le d'accord. savait pas du tout, mais très vous. gentiment pour lui, C'est une j'étais... réparation d'ailleurs pour lui, en transgénérationnel. Ouais, je crois que... En tout cas, c'est un hommage à une continuation. Je veux dire, il veut faire vivre ses grands-parents, tout simplement. Et il a peur que les gens oublient ses grands-parents. Et il se sent un devoir de vie. En tout cas, ça donne envie vraiment d'aller voir la pièce au Théâtre de la Madeleine. Vous pouvez nous donner quelques précisions? Je ne les ai pas en tête, parce qu'effectivement, l'interview ne portait pas forcément dessus. Mais c'est toutes les semaines Oui, c'est du mercredi au samedi, avec 2 représentations le samedi. C'est tous les jours à 21h, et le samedi à 16h et à 21h au Alors moi, je Théâtre vais de y la aller, Madeleine. ça donne envie en tout cas. Je pense que vous ne serez pas déçus. Moi, en plus, il n'y a pas qu'elle deux. Il y a Michael Cohen qui fait mon temps, Vincent Winterhalter. Oui, pardon, on les a occultés, les Oui, pauvres. comme là. c'est une pièce de femmes, on parle que de femmes. Les pauvres. Ça Comme je change. l'ai pas, oui. Ça change. Écoutez, Oui, oui. les femmes, elles ont tellement fait les potiches. Et puis on a dit que c'était les deux qui avaient morflé, donc c'est bien qu'on Voilà. les réhabilite aussi. Peut-être dernière question, où on a toutes ces voix féminines, la Carlotta Berlumi, la Calas, Marilyn Monroe, Simone Signoret, tout ça se mêle. Est-ce qu'une voix peut nous obséder ou nous posséder? Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une voix et jusqu'à quel point finalement? Ah oui. Oh oui. Ah, moi, je suis amoureux de... Oui, ça vous parle ça? Ah oui, il y a des voix qui sont essentielles dans ma vie. Ah oui, bien sûr. Des voix de vivants et des voix de gens morts, bien sûr. Et quand je convoque le souvenir de quelqu'un, c'est le regard et la voix. C'est pas les traits. Parce que le regard, c'est pas les yeux.
Le regard, c'est l'âme. Les yeux, c'est un truc objectif. Le regard, c'est ce que disent les yeux. Donc c'est l'âme derrière. Et pour moi, je me souviens des êtres à travers leur regard et leur voix, c'est-à-dire ce qui dit leur âme. Mais souvent, la voix, en fait, elle nous possède dans l'inconscient, mais certaines personnes n'ont pas toujours la conscience que s'il n'y avait pas cette voix, il n'y aurait pas cette âme-là quelque part qui habite de cette manière. Et souvent, en tout cas avec les émissions de podcast, comme on est dans l'intime de la voix, les gens évidemment voient un peu ma tête sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas qui je suis. Et on a le sentiment d'avoir cette intimité à travers la voix avec l'autre. Bien sûr. Et parfois, quand les gens me rencontrent, ils se disent « Ah, mais je connais bien sa voix, elle me parle, je la perçois de cette manière-là, mais pas forcément maintenant que... » Il y a une forme de dissociation qui se fait. C'est très étrange, la voix. C'est très, très étrange. C'est pas pour parler de la mienne que je dis ça, mais c'est très étrange. Mais moi, je crois que la voix est beaucoup plus vraie. Oui. Et puis parfois, ou alors la vérité, c'est parfois dans le contraste avec la voix. Moi, je sais que j'ai un corps très massif et une voix très douce. Et ma vérité, elle est entre les deux. C'est ça. Mais les gens connaissent bien votre physique, donc effectivement, mais c'est vrai que d'avoir cette attention aux voix, je trouve que peut-être si on peut être un peu plus en conscience là-dessus dans la vie, de dire finalement, quand j'ai une perception d'une personne qui parfois ne me plaît pas, etc., peut-être est-ce dû aussi à la voix. Oui, et il y a d'ailleurs des gens, moi je me permets de le dire parfois aux gens, j'ai dit à des camarades, à des proches, je leur dis parfois, allez travailler votre voix. Oui. Parce que vous n'avez pas votre voix. Mais ça, c'est intéressant parce que ça, c'est encore un tabou, en fait, ce qu'on est en train de dire. Ben oui, mais c'est très important. Ouais. Il y a des gens qui, simplement parce qu'ils ont imité leurs parents qui eux-mêmes n'avaient pas leur voix placée, parce qu'on reproduit d'abord toujours ses parents, qui n'ont pas leur voix. Ils ont une autre voix que celle qu'ils devraient avoir. Parce que soit elle n'est pas timbrée, soit elle est dans la gorge, soit elle est dans le nez, etc. Une voix dans le nez, c'est quand même très, 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 très désagréable. Donc, et c'est rien, c'est juste technique. Il faut aller voir un coach de la voix. Et alors en plus, le bonheur d'avoir sa voix plutôt que une voix par accident ou la voix d'un autre. C'est ennuyeux. C'est important. Non, mais je crois que partir à la découverte de sa voix, ça peut être un travail. Moi, je sais que j'ai dû travailler sur ma voix. Parce qu'il m'arrive qu'elle soit détimbrée. Tout simplement parce que le stress me détimbre. Oui. Ben oui, c'est normal. Et je me rends compte que quand je fais les exercices qui peuvent retimbrer ma voix, je gagne aussi de la sérénité, parce que c'est une dialectique. Tout à fait. D'ailleurs, on voit quand on parle des langues, d'autres langues, qu'on n'a pas la même attitude dans une langue ou dans une autre. Exactement. Je vois mes filles qui parlent anglais, parce qu'elles ont une scolarité à l'étranger, quand elles sont en anglais, elles arrivent plus facilement à exprimer l'intime, par exemple. Peut-être parce qu'il y a peut-être même si elles le parlent couramment, il y a peut-être une forme de détachement aussi. Ouais, c'est étonnant, ces histoires de vibrations et d'intonation. Oui, parce que chaque langue, de toute façon, utilise le système phonatoire d'une façon un peu différente. On change de placement. Mais ça me paraît vraiment très, très important d'avoir sa voix. Et moi, je peux vous dire, j'ai connu des gens qui ont eu toute leur vie des problèmes avec les autres, simplement à cause d'une voix mal placée. Parce que leur voix est désagréable. Oui. Alors que ce sont des êtres formidables qui ne sont pas du tout désagréables. Donc ils donnent une mauvaise impression comme ça. Très. Ouais. On n'a pas envie d'aller dans cette voie. Mais ça, c'est important. J'avais fait un podcast avec une coach vocale qui a écrit un livre sur ce sujet. Trouver sa voix pour trouver sa voix. VOIE, VOIX. Mais c'est très juste. C'est ça, c'est très juste. Et donc merci d'en reparler. Vous le connaissez. Oui. Merveilleuse coach vocale. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous qui nous écoutez, réécouter peut-être cet épisode. En tout cas, un immense merci Éric-Emmanuel Schmitt d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre, La Rivale, aux éditions Albin Michel. C'est vraiment le joyeux livre pour aussi les fêtes de Noël. C'est un petit livre, il n'est pas forcément très gros par rapport à la traversée des temps. Ah oui, non, de temps en temps. Mais il est dense. Voilà, il est dense. Et il est cocasse. Et il est cocasse, exactement. On peut vous retrouver évidemment sur vos réseaux sociaux, eric-emmanuel-schmitt.com sur votre site internet. Et bientôt, en 2024, celui qu'on attend, le tome 4 de la traversée des temps. Merci infiniment. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose
pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.